Bonjour à tous, merci d'être venus pour assister à cette conférence. Aujourd'hui, on va faire une petite présentation des intervenants pour commencer, pour qu'on sache à qui présente quoi. Alors, il faut que j'y aille dans les 2 fois pour cliquer. On va parler du programme Crédit Agricole, l'historique, les dates clés de ce programme, comment ça s'est passé, le blueprint de CyberArk, c'est-à-dire cette méthode que va nous présenter Badreddine. Derrière, la plus-value que Capgemini a mise autour de ce modèle de pensée pour couvrir un SI. Ensuite, associé à ça, comment le Crédit Agricole s'est réinventé pour pouvoir suivre ce mode de fonctionnement, le partenariat qu'on a monté, les nouveaux objectifs des projets, et on va conclure sur la partie conduite du changement, puis une session de questions-réponses. Tout d'abord, les intervenants. Donc, moi, je m'appelle Mathieu, je suis en charge de la partie PAM et IM pour Sogeti. Et du coup, je passe la parole à Julien. Bonjour, donc Julien Roset, je travaille chez Cagip qui gère la production informatique des entités du groupe Crédit Agricole. Je suis leader technique sur les solutions PAM et je travaille au sein du centre opérationnel de cyberdéfense de Cagip. Badreddine Daïri, Customer Success Manager chez CyberArk. Du coup, mon rôle consiste à accompagner nos différents clients pour faire en sorte qu'ils utilisent nos solutions de la façon la plus optimale afin de sécuriser leurs accès privilégiés. On va commencer par parler du Crédit Agricole avec Cagip. Donc, pour présenter rapidement Cagip, Cagip c'est J'oublie de slider. Ouais. Donc Cagip, son activité, c'est de gérer la production informatique des entités du groupe Crédit Agricole. C'est le rapprochement de 4 gros SI de production. Donc on a une structure qui est à l'échelle de la France avec du multisite en France, près de 4000 personnes réparties sur 17 sites, donc une workforce importante et une activité cyber importante au sein du centre opérationnel de cyberdéfense. On va rapidement balayer la partie Capgemini. Donc Capgemini, on ne va pas parler de tout ce qu'on fait dans cette entreprise de 270 000 personnes sur tous les pays du monde. On va plutôt se concentrer sur la partie gestion des entités et des accès, parce que c'est ce qui nous intéresse, et la partie PAM. Donc Capgemini, rapidement, il y a une centaine de consultants en France sur la partie IAM, répartis un petit peu partout. Donc il y a des Lillois locaux et surtout à peu près tout le territoire français et international. L'idée, globalement, c'est qu'on travaille sur 4 grands axes. Épauler les organisations avec une méthode qu'on appelle la Fast Track, méthode on est assez fiers de ça. Ça permet en quelques semaines de rapidement atteindre, comprendre ce qui se passe, quel est le meilleur challenge, quelle est la meilleure solution, comment il faut avancer, faire un assessment un peu de votre SI. La partie consulting pour pouvoir vous accompagner sur la mise en place des programmes. Donc c'est ce qu'on propose aussi au Crédit Agricole. Tous les services d'intégration pour déployer des nouveaux projets. Et la partie service manager où on propose sur vos infrastructures cloud ou on-premise de gérer toute la partie IAM et PAM. Et également, il faut savoir que Capgemini et CyberArk ont aussi un programme de CyberArk as a Service. Donc, c'est-à-dire qu'on propose aussi d'héberger complètement un CyberArk pour vous et de vous le fournir comme un service pour vous. Voilà. Et globalement, c'était ce que je voulais dire aujourd'hui pour qu'on puisse citer les interlocuteurs. Je te laisse la place, Badreddine, juste pour parler de CyberArk. Oui, ça sera rapide. Donc, je ne sais pas si dans la salle, il y a quelqu'un qui ne connaît pas CyberArk. Bon, ça fait plaisir. C'est une entreprise qui a été fondée en 1999 et depuis plus que 6900 clients nous font confiance. On travaille et on sécurise les accès pour plus que 50% des top Fortune 500. Et aujourd'hui, on intervient sur tous les verticaux. On n'a pas un vertical principal. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Voilà. Donc, on est
Donc, sur les différents verticaux, donc, ce qui nous permet de gagner un peu d'expérience par rapport aux différentes législations qui régissent les différentes verticales. Et puis, spécifiquement en France, aujourd'hui, on est à peu près 34-35 personnes. On est basé à la Défense, donc la Tour Cœur Défense. Et puis, on a à peu près plus que 300 clients sur le territoire français et on a plus que 200 personnes certifiées via nos partenaires et via nos clients qui ont choisi de investir dans la formation de leurs collaborateurs. Voilà, c'était bon pour la présentation des intervenants. Je te laisse la main, Julien, pour parler un petit peu du programme CAGIP. Alors, on va revenir un petit peu dans le temps pour parler un petit peu du programme CAGIP. Donc, en 2012, on a démarré la mise en service d'une solution CyberArk, principalement sur la mise en place d'un composant Vault, d'une interface et puis CPM pour pouvoir débuter la sécurisation des comptes à privilèges. Cette première phase visait à distribuer des coffres aux équipes pour qu'elles puissent se familiariser avec la solution et y stocker les secrets. On a eu une phase aussi de raccorder les différentes usines serveurs pour automatiser l'embarquement des comptes locaux des serveurs dès la construction. Et puis on a une phase de mise en place aussi de politique CPM pour pouvoir introduire la rotation et puis commencer à gérer les différents comptes à privilèges. Donc cette période-là a été une période de mise en service et de proposition de service un petit peu encadrée sur la partie contrôle, mais c'est quelque chose qui n'était pas forcément imposé, rigide et très poussé. En 2018, on a basculé dans un autre format en introduisant les PSM et PSMP, qui sont les composants Bastion. Cette mise en place de ces composants a été initiée dans le cadre de la construction d'un SI d'administration. Le SIA a été construit en 2018, on a commencé à monter ces composants, on a introduit aussi la notion de poste de travail d'admin. Donc on arrive rapidement dans quelque chose qui représente un gros changement pour les équipes techniques. L'équipe PAM doit, au travers du projet, commencer à raccorder des périmètres technologiques, à préciser un petit peu le fonctionnement du service. Et donc ça, c'est une grosse étape. Et c'est à cette période qu'on a sollicité Mathieu et Sogeti pour nous accompagner, principalement parce qu'on avait aussi besoin d'avancer sur des certitudes, sur pouvoir challenger un peu les réactions des équipes techniques dans le cadre de leur embarquement. Donc on avait besoin de ce soutien et c'est vrai que les équipes de Sogeti ont su nous épauler dès le début de ce projet. Et donc c'est à ce moment-là où tu es passé du « j'offre un service de coffre » à un vrai projet réglementaire. C'est ça, on a la réglementation LPM qui entoure les OIV qui demandait de mettre en place ces services. Et donc on rentrait dans une autre relation avec les équipes techniques qui est vous devez rentrer dans ce service, vous devez mettre vos accès dans ce service et ça peut être un peu compliqué. Avec toute la partie changement que tu disais, poste de travail d'administration qui arrivait en parallèle. Exactement, oui. Toute cette partie. Ouais. Donc cette première phase nous a permis de prioriser en quelque sorte les assets sensibles, les assets à risque, d'avancer avec certains périmètres techniques, mais la couverture était quand même assez partielle et effectivement il y a une certaine réticence pour certains périmètres à confier leurs accès au service. Ensuite on passe en 2019, donc là c'est la création de CAGIP. Donc, comme j'expliquais, CAGIP c'est le regroupement de quatre SI d'importance qui avaient une activité de production informatique. Le regroupement fait qu'on a un écosystème qui est varié, on a un nombre d'assets aussi qui est en forte progression.
Et donc pour l'équipe PAM, qui est un petit peu un service central et qui doit construire l'histoire sur la gestion, la centralisation des accès à privilèges, c'est un terrain de jeu qui s'élargit énormément et qui amène plus d'assets à couvrir, plus de techno à embarquer. Donc on a pris une petite phase d'études pour voir comment on pouvait construire l'histoire et amener demain une solution centrale qui pourrait couvrir l'ensemble des besoins et avancer dans une démarche de convergence sur la construction de Kagip et sur ces 4 récits. Très bien. Donc on a fait quasiment un an d'ateliers, de réflexion avec les équipes, de co-construction aussi. Et en 2020, on a commencé ce qu'on appelle les chantiers de convergence. Donc là, l'objectif, c'est réellement de construire un SIA commun, c'est de pouvoir avoir une solution qui permette aussi aux différents intervenants de l'entreprise de ne pas avoir des accès dans N services. On centralise tout dans un service pour la partie administration. Et donc cet outil devient un vrai outil de convergence. Et donc ça positionne aussi le PAM sur une position forte sur cet enjeu de sécurisation. Du coup, on est passé d'un projet où on offre juste de la gestion de secrets, y compris managé, avec la rotation de mot de passe, à un projet réglementaire dans la construction de SIA, tout en rajoutant une composante de convergence de plusieurs infrastructures en une, en l'espace de quelques années. Oui, c'est bien ça. Et donc, ce qu'il faut sentir dans l'historique un petit peu de la démarche Kagip, c'est que finalement, l'évolution du SI, l'évolution de l'entreprise nécessite à repenser à chaque fois l'approche et à revoir un peu ses objectifs pour justement objectiver et réussir à embarquer tout le monde. Et justement, si on rentre un peu dans les difficultés post-projet 2012, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, alors, l'objet là de ce slide, c'est de montrer un petit peu les difficultés, mais aussi ce qu'on essaie de mettre en face pour réussir à surmonter tout ça. Donc, sur le top 5 des difficultés, on a effectivement les équipes techniques qui se trouvent vraiment confrontés à un gros changement sur leur façon de produire quand le PAM est intégré. Et donc, tout l'objet du travail, des ateliers, parfois de la vulgarisation, parfois de l'accompagnement, c'est vraiment d'essayer de gagner le soutien des équipes techniques, parce que finalement, sans eux, le projet, quand on l'impose comme ça, on sent que ça ne peut pas conduire. Il faut qu'ils puissent s'emparer du sujet et devenir moteur dans la démarche. Donc cette partie-là est certainement la partie majeure en termes de difficultés, mais aussi en termes d'objectifs dans le déploiement de la solution. Pour mieux gagner le soutien des équipes techniques, ce qu'on a vu avec le retour d'expérience, c'est qu'il faut penser l'ergonomie des accès, c'est-à-dire plutôt que livrer des solutions unitaires pour un métier, c'est bien voir l'ensemble de ces cas d'usage et penser l'intégration de ces différents cas d'usage de façon globale pour pouvoir apporter une ergonomie et un fonctionnement qui soit plus fit par rapport à ses besoins. Ensuite, effectivement, si on a réussi à avoir le soutien des équipes et qu'on livre des accès avec un bon niveau d'ergonomie, finalement on a une forme de succès et on se retrouve à être limité par la capacité du service PAM, puisque on doit embarquer plus régulièrement, on doit aussi faire face à des complexités sur certains accès qui demandent un niveau d'expertise, qui demandent du temps, qui demandent de la réflexion. Et donc la capacité à faire du service peut, si on n'est pas vigilant, s'inscrire comme un frein à de la construction de services ou à un fonctionnement même d'un service ou d'un projet. Donc ça, c'est vraiment un des points aussi sur lequel il faut veiller.
Maintenant, si on a réussi à passer ces difficultés-là, on a aussi la partie capacity planning de l'infrastructure à surveiller, puisque plus on rentre d'usage, plus on développe l'activité sur ces services. Évidemment, il faut suivre tout ça assez précisément sur tout ce qui est CPU, tout ce qui est consommation de chaque usage, sizer ses fermes, pour toujours avoir un service de qualité et pas avoir de dégradation. Donc ça, c'est vraiment très important aussi. Et enfin, dans les difficultés aussi, c'est que on peut avoir, le PAM, il est agnostique, il peut aller sur quasiment toutes les technologies et en fait, on a besoin d'avoir de l'expérience, de l'expertise sur des domaines techniques qui sont parfois assez loin de la culture open ou de la culture classique qu'on a dans les entreprises. Je pense notamment à des solutions comme du mainframe, au genre de choses qui sont un peu complexes à embarquer. Et donc là, il faut savoir s'entourer, il faut savoir aussi aller chercher les bonnes compétences pour justement bien détourer l'accès et puis faire en sorte que les choses se fassent correctement. Du coup, là, en résumé, tu soulignes à quel point les projets PAM, ils vont être aussi, pas que on a une infrastructure PAM à gérer, mais on doit bien comprendre comment tout le monde travaille, les accompagner, gagner leur soutien, et travailler avec eux de bout en bout, c'est-à-dire l'ergonomie des accès, ça passe aussi par savoir provisionner sur leur machine les bons comptes, leur donner la façon de faire. Exactement, ouais. Il y a vraiment une relation. En fait, le PAM se pose en solution centrale finalement, et il y a une vraie relation à développer avec les différents métiers, les différents périmètres techniques pour pouvoir faire quelque chose qui fonctionne et qui soit viable dans le temps. Voilà, et être apporteur en fait de solutions, quoi. Très bien. Et justement, pour pouvoir pallier à ces difficultés, il y a une façon de travailler, c'est le blueprint. Alors pardon, excusez-moi. Oula, désolé. Voilà, le blueprint. Badreddine, je te laisse présenter un petit peu le blueprint. Oui, merci. Bon. Les problématiques qui ont été partagées aujourd'hui par Julien, ils ne sont pas vraiment spécifiques uniquement à Kagip, mais c'est des problématiques qu'on voit chez plusieurs clients. Pour pouvoir réussir un programme PAM, le fait d'avoir une bonne solution qui répond aux différents use cases, plus une équipe qui va pouvoir faire l'implémentation n'est plus suffisant. Il faut pouvoir penser à une feuille de route, à une façon de mettre en place l'ensemble de programmes. Et c'est là où on a eu l'idée en 2019, on s'est dit, ça fait maintenant plus qu'une vingtaine d'années qu'on est en train de travailler sur le sujet. On a vu des succès, on a vu des projets qui n'ont pas marché. Pourquoi pas capitaliser sur cette expérience et créer, on va dire, un framework qu'on va fournir aux différentes entreprises pour qu'ils puissent l'utiliser afin de mettre en place un programme PAM, mais aussi le faire vivre durant les années. Et c'est là où on a pu un petit peu regrouper les différentes équipes, hein. Donc les équipes de production, les équipes Retimil, la R&D de chez CyberArk, et ils ont sorti un beau document qu'on a appelé le CyberArk Blueprint. Voilà, j'attends le retour. Donc pour résumer, le Blueprint, c'est un ensemble de retours d'expérience, de bonnes pratiques, de recommandations qu'on essaie de faire aux entreprises pour pouvoir vraiment réussir leur voyage dans l'aventure programme PAM. Et celui-là, il était pensé principalement sur comment je peux aujourd'hui arrêter la majorité des attaques qui ciblent aujourd'hui les comptes à privilèges. Et pour cela, on a axé ce framework sur 3 risques principaux. Si on peut passer à la slide suivante. On peut animer toute la slide, hein, ce sera plus simple après pour la... Donc l'idée, c'est que peu importe si on est dans un environnement on-premise, si on est dans un environnement cloud ou si on est dans un environnement hybride, les attaques qui ciblent les comptes à privilèges sont en majorité, ils ont 3 techniques qu'on voit régulièrement. Donc la première technique consiste tout simplement à dire, une fois j'ai la main sur un poste de travail, je vais essayer de récupérer les informations d'identification, utiliser ces informations pour faire un mouvement latéral ou en vertical, idéalement se retrouver dans une zone où il y a des serveurs intéressants, et finalement abuser de ces serveurs-là,
faire de l'escalade de privilèges pour pouvoir prendre le contrôle sur le système d'information. Et du coup, on s'est dit, l'ensemble des recommandations qu'on va faire dans ce document-là, il va cibler ces 3 types d'attaques. Et à chaque fois, on va dire, si on fait une action, on va se poser toujours la question, est-ce que cette action-là a un impact direct sur la réduction de risques liés à ces 3 types d'attaques? Et du coup, on est arrivé finalement, si on peut passer à la slide suivante, Mathieu, on est arrivé à un framework. On va y arriver. Hein. Désolé. Voilà. On est arrivé à un ensemble de recommandations qu'on a regroupées sous 5 étapes. Donc, l'idéal, c'était de commencer par les choses qu'on peut sécuriser le plus rapidement possible, mais aussi qu'ils ont un impact considérable sur tout ce qui est vol d'identifiant, parce que quand même, ça reste la première phase pour effectuer une attaque. Et puis après, au fur et à mesure d'avancement des étapes, on va aller chercher toute la partie mouvement latéral et vertical et finalement escalade de privilèges. Quand on voit cette slide-là, c'est plus générique, on va dire, mais l'idée, on ne voulait pas s'arrêter à ce niveau-là. On voulait plus aller vous donner des conseils plutôt palpables qu'on peut faire, des conseils pratiques qu'on peut mettre en place. Et c'est là, on a essayé de le résumer dans la slide suivante, je pense. Hein. C'est de mémoire. On va passer là. Voilà, je me suis trompé, c'est pas grave. Donc, on a essayé de la... Pardon. On peut aller à la slide suivante, ouais, s'il te plaît. Voilà. On a essayé de la résumer dans cette slide-là. C'est 5 grandes étapes. Donc, une première étape consiste à tout simplement à sécuriser les informations d'identification qui représentent le cœur de l'entreprise. Hein. Donc, on peut parler notamment de l'AD, on peut parler également du compte route pour le cloud, on peut parler de ces accès-là qui sont vraiment recherchés par tous les attaquants. Donc, ça permet d'avoir un niveau de sécurité assez important, mais aussi, c'est des choses qu'on maîtrise, qu'on connaît très bien et qu'on peut facilement aborder. Deuxième étape consiste tout simplement à dire, maintenant que j'ai sécurisé le cœur de l'entreprise, on va sécuriser les technologies qui sont les plus utilisées dans l'entreprise. Windows, Linux, etc. Puis après, à partir de ce moment-là, on considère que si on arrive à faire ces 2 étapes-là, on a un strictement minimum nécessaire pour pouvoir dire que j'ai un programme de sécurité des comptes à privilèges. Et on va commencer à aller un peu plus dans des aspects de liste privilèges, des aspects qui apportent un peu plus de sécurité, mais qui sont quand même un peu plus complexes à mettre en place. On va attaquer plus la partie applicative, donc qui est un sujet aussi vaste. On sécurise les accès humains, mais les accès applicatifs seront aussi ciblés. Donc on va essayer de commencer par les applications un peu plus agiles, les applications qui sont containerisées à la base, peut-être ensuite enchaîner avec les applications applicatives classiques pour finir avec les applications un peu plus complexes. Et généralement, l'étape 4 et 5 consiste à dire je suis en train de faire les petites finitions, je suis en train de ficeler vraiment les derniers détails pour avoir un programme comme il faut. Il faut savoir que le blueprint, il ne s'arrête pas tout simplement à une roadmap et à un ensemble de recommandations techniques sur quel périmètre il faut aujourd'hui sécuriser. On va aller un peu plus loin, c'est qu'on va dire, on va essayer d'apporter le côté en fait méthodologie et stratégie, dans le sens où ça fait quand même un changement, et on l'a bien dit, hein, l'adhérence au changement est un peu compliquée, donc on va essayer de vous donner des recommandations sur comment on peut faire le change management et qu'on passe d'un périmètre qui n'est absolument pas géré par CyberArk à un périmètre géré par CyberArk. Comment aujourd'hui on va utiliser l'automatisation pour pouvoir dégager du temps à nos équipes pour qu'ils puissent se concentrer sur des nouveaux périmètres. On va travailler également sur comment on va prioriser un périmètre sur un autre avec un framework d'assessment de risque. Et l'idée, c'est que ce qu'il faut garder en tête, hein, donc je vais essayer de ne pas hijacker la session et plutôt vous laisser avoir des retours d'expérience de Kajib, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est juste un framework. C'est-à-dire que généralement, on essaie de travailler avec le client, avec nos partenaires, pour qu'on puisse adapter ce framework à chaque client. Donc par rapport à leurs contraintes, ça ne veut pas dire à chaque fois il faut commencer par l'AD, ou ça ne veut pas dire qu'il faut finir toujours avec les comptes framework. Ça va dépendre vraiment de chaque client. Et pour ça, on fait des études, on fait de l'assessment et on accompagne le client pour pouvoir lui faire une roadmap. Et aussi ce qu'il faut garder en tête, une roadmap est là pour être changée. Il ne va pas être fixe durant les 3 ans, contrairement à ce qu'il va croire plusieurs personnes. Généralement, il y a un suivi régulier. On parle de 3 mois ou par mois. C'est vraiment lié à chaque client pour faire en sorte que faire évoluer cette roadmap et la mettre à jour régulièrement pour pouvoir réussir le programme.
Du coup, voilà, je m'arrête et je te laisse la parole. Du coup, en fait, ce que tu dis en quelques mots, c'est tout à l'heure, on a présenté comment un attaquant se déplaçait dans une entreprise rapidement avec ce passage on voit qu'il prend de plus en plus de privilèges et il monte. Du coup, l'idée de la blueprint telle qu'elle est présentée ici, et cette première recommandation que fait CyberArk, c'est de dire on va travailler sur le risque, on va travailler par sécuriser ce qui est le plus important pour empêcher d'arriver au contrôle complet de l'infrastructure. Puis après, on redescend, on travaille sur les technologies les plus universelles, on redescend sur tout ce qui va être les applications critiques derrière. Et on travaille en fait sur une approche plutôt basée risque, mais une approche risque qui va aussi dire qu'un périmètre est complètement couvert, uniquement qu'on l'a complètement couvert, tout ce qu'il peut y avoir dans ce périmètre. C'est un peu l'approche qui est présentée là dans le blueprint. Sur cette approche-là, côté Capgemini, on va avoir deux choses. Pour commencer, on va d'abord, c'est la partie commerciale, mais promis, elle dure 30 secondes. On va apporter d'abord les bonnes compétences au niveau du projet. On va essayer de travailler sur 3 grands axes. On va essayer de travailler sur le fait que nous, cette blueprint, on se l'est appropriée, on la travaille régulièrement, on se met souvent en difficulté. Pour information, on a 2 personnes en équivalent temps plein qui travaillent tout le temps sur l'amélioration de cette partie-là. Une présence internationale, puisqu'on la déroule un peu partout, et des intervenants expérimentés, puisqu'on a le plus grand nombre de certificats. C'est bon pour la partie commerciale, promis. En fait, concrètement, si on rentre un peu là-dedans, notre approche, elle est un petit peu différente de celle que propose l'éditeur. Nous, ce qu'on va en premier travailler, c'est une approche basée sur la conduite du changement et l'ambassadeur. C'est-à-dire que l'ambassadeur, c'est celui qu'on va pouvoir intégrer le plus rapidement possible. Donc, on part un peu en contre-pied de ce qui a été dans le blueprint, qui est basé exclusivement sur le risque, et on propose une approche complémentaire côté Capgemini, qui est de dire le risque, c'est obligatoire, vous avez ce projet-là, mais dans les projets qui sont très réglementaires, on va essayer de travailler sur une approche, on va créer des ambassadeurs. Donc nous, l'étape de technologie universelle, on va essayer de la mettre au début, de dire on va commencer à avoir des premiers ambassadeurs, des équipes dont on va acquérir le soutien, parce que ça nous permettra d'acquérir le soutien des prochaines. Et c'est exactement ce que disait Julien tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a besoin d'acquérir le soutien des équipes. De ce fait-là, on travaille sur un blueprint avec une approche un peu plus basée sur on va monter en difficulté sur l'intégration, tout en ayant toujours cette approche de dire, pour chaque scope, on couvre de A à Z, y compris la gestion des secrets et du machine-to-machine. Donc on travaille d'abord sur les ambassadeurs, puis après sur tout ce qui va être grossièrement le tier 0, tier 1, même si le modèle de Microsoft a évolué là-dessus, pour pouvoir continuer à avancer. Ensuite, on va travailler sur tout ce qui va être un peu plus élevé comme usage, donc tout ce qui va être infra-as-code, toutes les pipelines, la partie hyperviseur. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de maturité en fait. On a besoin de maturité pour adresser ces sujets, on a besoin d'avoir embarqué toute la partie Ops avant de commencer à rentrer justement dans tous les pipelines et dans toutes ces approches qui évoluent en permanence. Donc on a besoin en fait d'avoir eu des retours d'expérience concrets pour pouvoir avancer là-dessus. Derrière la partie network admin et base de données admin, parce que c'est aussi des usages qui sont complexes, qui nécessitent d'avoir déjà couvert la partie système, infra, et d'avoir couvert aussi une partie des applicatifs qui les consomment pour pouvoir rentrer là-dedans. Et enfin, on termine par la partie mainframe. Donc cette approche qu'on propose aujourd'hui, un peu comme ce que disait Badreddine, on n'est pas dans une approche on fait que ça. Mais l'idée, c'est qu'il faut quand même avoir un driver. Soit vous prenez une approche risque, comme ce que propose CyberArk, soit vous prenez une approche plutôt basée sur la conduite du changement, soit vous prenez des hybrides, puisque c'est toujours comme ça que ça va se passer. En fait, concrètement, vous allez avoir des contraintes, vous allez avoir besoin de sécuriser une partie critique de votre SI, donc vous allez devoir trouver un petit peu ce modèle là-dessus. L'important, c'est d'avoir la bonne méthodologie. La bonne méthodologie, pour nous, ce qu'on constate, c'est que déjà, le driver réglementaire, il est très important dans nos projets. La majorité de nos projets sont sur un driver réglementaire, même si on constate qu'on a des projets aussi dans des domaines qui sont moins réglementés. Je prends l'exemple du secteur du retail parce que je le prends souvent comme exemple. Eux, ils ont une approche vraiment très risque. C'est là où la blueprint prend toute son ampleur. Mais on ne peut jamais avoir, comme disait Badreddine, un programme qui va être défini pour 3 ans et qui va être toujours comme ça. Ça va évoluer en fonction des contraintes. Mais la première chose, c'est bien de se rendre compte de cet axe-là. La deuxième chose, c'est d'apporter de la valeur ajoutée. On ne peut pas gagner le soutien des équipes si on n'apporte pas de la valeur en permanence, si on ne leur dit pas « vous allez pouvoir automatiser vos usages, vous allez pouvoir travailler là-dessus ».
La troisième chose, le troisième axe, c'est qu'il faut maîtriser les produits, à la fois produits PAM, il faut maîtriser CyberArk, mais il faut aussi maîtriser les usages qui sont faits sur du mainframe. Il faut comprendre, se mettre à la place des personnes qui utiliseront demain l'outil PAM pour comprendre s'il y a de la réticence, pourquoi. Et tout simplement, ce n'est pas une résistance au changement. En général, c'est « mais moi, je vais devoir faire 8 clics avec votre solution, là où je faisais 3 flèches du haut ». C'est une phrase que j'ai littéralement entendue. De ce fait-là, on a besoin d'avoir une bonne maîtrise pour pouvoir apporter cette approche et avoir cette maîtrise du produit pour pouvoir un peu tordre aux usages. Et concrètement, il faut comprendre les activités, il faut comprendre les produits pour avoir cette conduite du changement. Parce que réglementaire ou pas, il faut que le projet il puisse être drivé par la compréhension du produit. Alors une bonne slide. Donc concrètement, nous, on a mis en parallèle la conduite du changement avec le processus de deuil. Parce que c'est un petit peu la même chose. Dans le sens où, au départ, on commence par une situation initiale de déni. Je ne comprends pas c'est quoi votre projet, je ne sais pas de quoi vous me parlez là, un outil PAM, qu'est-ce que c'est? Deuxième chose, une escalade. Alors, mais vous allez voir ça avec mon chef, parce que moi j'ai une prod à assurer. Je fais déjà de la convergence de 4 SI sur Kajip. J'ai ma prod, moi. Donc vous allez voir ça avec le chef. Ensuite, une négociation. Vous ne comprenez pas mon métier. Moi, tout ça, ce n'est pas des comptes à privilèges, ce n'est pas des actes d'administration. Il n'y a que ce scope-là qui l'est. Derrière, après, une étape de curiosité. Mais on pourrait faire ça avec la solution. Et une dernière étape d'acceptation. Concrètement, si on rentre un petit peu dans le détail, la première chose, c'est pour arriver dans cet objectif de combattre le déni qu'on a là-dessus, c'est d'organiser des ateliers orientés métier pour comprendre leurs usages, leur dire, voilà, il y a un projet de sécurisation, quel que soit le driver, on a un projet en fait, et il faut qu'on puisse vous sensibiliser à la problématique. Il faut sensibiliser à la problématique PAM. Deuxième chose, au niveau de l'escalade, c'est super important d'identifier les bons sponsors de projet, c'est-à-dire des personnes qui vont pouvoir nous dire « Ok, ce projet est nécessaire pour nous, c'est nécessaire de réduire le risque, donc je vais pouvoir vous aider. » La troisième étape, c'est d'embarquer justement ces sponsors dans la définition du scope, pour qu'on puisse savoir quels sont les comptes à privilèges à protéger, qu'est-ce qui relève de l'acte d'administration dans le cas d'un projet réglementaire, et qu'est-ce qui n'en relève pas. C'est important de pouvoir avoir quelqu'un qui prenne cette décision de dire ça, dans ce scope-là, concrètement, c'est un acte d'administration, c'est couvert par le PAM, oui, non. La quatrième étape, c'est de nourrir cette curiosité, c'est-à-dire de proposer des guides d'utilisateurs, de proposer des REX, proposer des Q&A. Alors on utilise plein de choses, on peut utiliser des outils de corpus documentaire, des petites vidéos pour nourrir cette curiosité et justement donner envie d'adopter le produit. Et la dernière étape, qui est très importante, c'est l'acceptation, c'est-à-dire que une fois qu'on a commencé à avoir cette curiosité, à utiliser le produit, il faut accompagner les équipes pour l'adoption complète, parce que c'est de eux que vont venir les prochains usages. C'est de eux que quand ils vont se transformer pour passer à adopter d'autres usages, pour passer dans des modes plus agiles par exemple, c'est de eux qui vont venir la transformation du projet. Et c'est en faisant ce type de choses qu'on peut justement arriver à faire cette couverture dont je parlais, quel que soit votre driver, que ce soit le risque, que ce soit la conduite du changement, le programme d'ambassadeur, que ce soit du réglementaire, c'est en faisant ce type d'étapes et ce type de travail que vous allez pouvoir justement travailler sur une vraie conduite du changement pour des équipes, avec des ateliers, des ateliers et la mise en place d'un run. Dans l'idée, comment ça se passe sur un programme PAM? Alors là, j'ai juste fait une petite slide très simple pour vous expliquer que c'est exactement ce que disait Julien au tout début. Vous avez d'abord un projet PAM. Le projet PAM, c'est on met en place l'outil PAM. On met en place l'outil PAM, on définit comment ça va fonctionner. Mais après, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir itérer pour faire ces couvertures. Le blueprint, c'est des itérations, on rajoute des équipes, et on travaille comme ça. Donc il y aura toujours une partie de conduite du changement qui est à traiter, et aussi une partie d'ajustement technique pour pouvoir renforcer et enrichir l'outil, peu importe l'outil, pour pouvoir l'enrichir en fait, et lui rajouter derrière des choses. Par exemple, on peut mettre en place, sur la partie CyberArk, on peut faire pas mal de choses pour pouvoir mettre en place des automatismes, de l'industrialisation, et c'est ça qui est super important. Et en fait, on va travailler dans ce mode itératif tout le temps.
on rajoute une équipe, on rajoute un scope, on rajoute une équipe, on rajoute un scope, quelle que soit la roadmap que vous allez mettre. Et en fait, dans ces itérations, vous allez pouvoir les dérouler de différentes façons. Mais aussi, c'est super important de le noter, une fois que vous avez mis en place un outil comme CyberArk, vous avez aussi tout simplement la vie du programme à mettre en place, le run de la plateforme. La plateforme est en production. Vous avez mis en place vos premières équipes. Une fois qu'elles sont mises en place, elles vont commencer à utiliser CyberArk, mais l'entreprise ne va pas s'arrêter de tourner pour autant. C'est-à-dire qu'elle va continuer à évoluer, il va falloir développer des nouveaux cas d'usage, les driver, leur apprendre à utiliser la plateforme, à se conformer aux usages de demain. Et donc, c'est de là où on passe d'un projet à vraiment un programme, puisqu'on a en fait notre projet de mise en place d'un CyberArk, et ensuite la mise en place et la mise en œuvre de tout le blueprint, avec des phases itératives, et justement la gestion de ce programme et le run qui va derrière. Voilà un petit peu pour ce qu'on a mis en place côté blueprint et la façon dont on propose de mener ces projets. Concrètement, Julien, qu'est-ce que ça donne, cette réorganisation, un petit peu, cette réinvention? Donc effectivement, avec les enjeux d'échelle et l'évolution du SI Kagip, on doit nécessairement se réorganiser sur la manière de produire le service. Donc les approches, ça a été déjà en termes d'organisation, de mettre en place un guichet qui permet de faire vraiment l'interface entre les projets métiers, les différentes demandes, etc. D'avoir quelque part cette interface qui soit dédiée à réceptionner les demandes, les qualifier, voir les prérequis, voir si on a déjà des composants sur étagère, etc. Ensuite, on a toute une partie développement du run avec la nécessité d'automatiser un certain nombre de tâches. L'objectif de ça, c'est de pouvoir déplacer tous les actes qui pourraient être faits de façon automatique et gagner en capacité à faire. Donc, sur ces aspects-là d'organisation, déjà, ça nous permet de simplement en travaillant un peu le point d'entrée et l'automatisation, de pouvoir gagner en capacité d'embarquement et du coup de pouvoir avoir cette démarche itérative comme on a dit précédemment. Ensuite, sur le déploiement, là aujourd'hui, on est dans une phase où on a un programme qui va organiser sur 3 ans la transformation finalement du SI de Kagip. Et donc, on va rentrer dans le design d'une vraie roadmap en reprenant la partie blueprint et donc essayer d'avoir ce mode d'embarquement continu pour pouvoir être en capacité de traiter l'ensemble du périmètre Kagip. Du coup, là-dedans, on met en place un partenariat, on va aller c'est vite un rôle pour chacun pour pouvoir couvrir cette partie. Donc, première chose, Crédit Agricole doivent c'est eux qui priorisent toutes les scopes, c'est eux qui définissent le blueprint, c'est eux qui donnent le driver, c'est eux qui donnent quel métier va être embarqué en premier, c'est eux qui donnent pourquoi le faire, qui gèrent l'embarquement, cette orchestration et ce service apporté en fait aux équipes de bout en bout, pas que la partie PAM, mais aussi la création des accès, la façon de travailler demain, etc. CyberArk, l'éditeur qui donne la vision, qui donne cette partie blueprint justement, qui apporte cet élément de valeur ajoutée très fort et qui apporte du soutien et du support aux équipes dans cet embarquement. Et Capgemini comme un intégrateur qui va co-construire avec le Crédit Agricole tout ce programme, conseiller sur ces embarquements en bénéficiant de son expérience client et aussi de son expérience sur des technologies, puisque un programme PAM, ça veut dire aussi comprendre les usages de chacun et maintenir évidemment la partie run, c'est-à-dire faire en sorte que le projet puisse continuer, le programme puisse continuer à avancer, tout en ayant la certitude que l'infrastructure, elle tient toujours. Comme disait Julien, il y a aussi l'infrastructure doit évoluer pour pouvoir suivre les nouveaux cas d'usage, et donc c'est aussi le rôle de pouvoir faire ça. Du coup, une fois qu'on a mis en place cette blueprint et ce partenariat entre CyberArk, Crédit Agricole
et Capgemini. Julien, quels sont les nouveaux objectifs de votre programme ? Donc, comme je disais précédemment, c'est vraiment rentrer dans un processus d'embarquement industrialisé avec de l'automatisation de bout en bout, des cycles de production pour définir des périodes d'embarquement et être aussi plus clair dans la démarche vis-à-vis des métiers, sécuriser au mieux et puis bénéficier au maximum de notre capacité d'embarquement. On a également un gros travail sur tout ce qui est automatisation au maximum de tout ce qui peut être la gestion des composants, la publication des applications, des connecteurs. Ça, c'est un axe de travail majeur. Et puis, un peu plus en interne, on travaille sur la lisibilité de l'offre PAM au sein de l'entreprise pour pouvoir avoir quelque chose qui, au-delà du framework sécurité du centre de cyberdéfense, avoir quelque chose qui soit guide dans la façon d'implémenter, la façon de sécuriser un projet, une construction dans l'entreprise. Très bien, merci. Donc, pour conclure, sur le programme, son évolution, la façon dont ça s'est passé pour le Crédit Agricole et toute son évolution depuis 2012 et un projet uniquement de gestion de secret, l'adoption du blueprint, l'adoption d'une roadmap, la création de cette feuille de route, très importante, l'adaptation de l'organisation, donc le Crédit Agricole qui s'est réorganisé pour pouvoir suivre cette roadmap, choisir les bons partenaires pour pouvoir justement travailler en toute confiance et avancer, redéfinir les objectifs pour pouvoir couvrir la partie réglementaire, mais couvrir aussi tout l'embarquement et augmenter progressivement le scope. Du coup, sur ça, il nous reste 2 minutes pour d'éventuelles questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Et très bien, donc, je suis content de voir que notre présentation était claire. Je vais juste du coup en profiter. Concrètement, pour éviter un effet tunnel, gagner en réactivité, ce sera notre mot de la fin. Faire adopter le programme, il faut définir étape par étape, adopter une feuille de route, définissez votre blueprint, adaptez votre organisation pour pouvoir suivre cette feuille de route, soyez conscient des enjeux que vous a présenté Julien, c'est les enjeux qui ont été rencontrés, choisissez les bons partenaires, redéfinissez vos objectifs pour couvrir et augmentez progressivement le scope. Merci à tous pour votre écoute. Merci. Merci.